Hop, top. Merci Joseph, on y retourne. Donc l'objectif de cette session, c'est la dernière d'un replay, donc qui a duré tout le mois de décembre, c'est de parler un peu de préparation mentale. Donc on a évoqué le sujet du métaverse, de la réalité virtuelle, de la transformation digitale dans le coaching, du leadership aussi, de voir la manière comment on peut le booster. Donc aujourd'hui, c'est une session dédiée parce qu'on me pose souvent la question, parce que je me présente comme coach et préparatrice mentale. Donc on me pose souvent cette question sur la préparation mentale. Voici un petit peu la présentation de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va parler de la définition de la prépa mentale. Bonjour Dani. Donc on va parler de la définition, on va parler de la motivation, élément extrêmement important, et de la définition aussi des objectifs. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Amina Belkir. J'ai beaucoup de plaisir à accompagner les personnes ambitieuses et qui se donnent les moyens de leurs aspirations. Donc dans les personnes que j'accompagne, c'est pour ça que pour moi la définition des objectifs et la motivation est hyper importante, puisque effectivement dans ces sujets-là, c'est un engagement fort finalement de la personne, puisque dans le rôle de coach ou de préparateur mental, on a un objectif de moyens et les résultats, bien évidemment, c'est la personne dans son cheminement qui va pouvoir un petit peu les sublimer, si je puis dire. Bonjour Moussa. Donc j'ai plutôt une coloration sur sport de combat, mais on verra sur la prépa mentale. Ça intervient aussi bien dans le secteur sportif que dans le monde de l'entreprise. Donc voici la définition de Wikipédia. Je vous ai pris une définition toute simple, histoire qu'on parte sur le même socle. Donc la préparation mentale, c'est un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales et cognitives dans l'objectif d'optimiser la performance personnelle, voire collective, du ou des sportifs, tout en favorisant le plaisir de la pratique et l'autonomie. Donc je mets 2 points d'attention sur l'aspect plaisir, bien évidemment, puisque dans la préparation mentale, une des grosses étapes, c'est justement de recontextualiser la chose en disant qu'un sport, ça reste un sport. C'est important d'avoir du plaisir à le pratiquer. Donc c'est la même chose dans le monde de l'entreprise. Dans ces missions, en fait, l'entreprise, on n'est pas défini par justement notre activité au travail. Donc on le dit bien, on ne vit pas pour travailler. Enfin, on ne travaille pas pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Donc, et l'idée aussi, c'est de l'autonomie. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner le sportif ou le salarié pendant un temps très court. Donc, j'interviens auprès de sportifs avant une grosse échéance, par exemple, ou à la suite d'un échec personnel. Donc, on verra la différence entre échec et défaite, parce que pour moi, dans le sport, il y a des défaites, mais pour certains sportifs, il y a des échecs. Du coup, on intervient soit en amont ou soit après. Ou alors, lorsqu'il y a eu un bouleversement personnel aussi, ça peut arriver que la vie personnelle, des événements malheureux ou heureux, des fois, ça peut être la naissance d'un enfant qui fait que on voit les choses différemment. Et du coup, on intervient très ponctuellement, très souvent. C'est 1 mois, 2 mois max. Ensuite, on laisse le sportif repartir tranquillement. Et l'idée, c'est vraiment qu'il puisse développer son autonomie et qu'il ne sollicite pas à chaque fois. Donc, voici la définition. Donc, comme je le dis toujours, la préparation mentale, elle n'est pas exclusive aux sportifs. C'est-à-dire que, voilà, c'est vrai que par définition, on a l'impression que c'est que pour les sportifs, mais l'actif, en fait, a aussi le même positionnement. C'est-à-dire que quand le sportif se pose des questions sur le fait que est-ce qu'il s'est assez entraîné, est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il ne va pas tirer l'équipe vers l'arrière, est-ce qu'il arrivera à satisfaire son coach, toutes ces questions-là, en fait, le salarié aussi se pose au boulot en se disant est-ce que je suis assez bien formé pour reprendre cette promotion qu'on me suggère, est-ce que je suis compétent pour le faire. Donc voilà, il y a plein de petites questions, notamment le syndrome de l'imposteur, est-ce que je ne vais pas décevoir mon manager, qu'est-ce qui va se passer si je quitte l'entreprise. Donc il y a aussi pas mal aussi de culpabilité qui peut arriver pour un sportif qui va rester dans un club parce que c'est son premier club, parce que c'est le club qui l'a fait grandir, parce qu'il a changé de division dans ce club et qu'il a
peur de les trahir. Bah, l'actif, c'est pareil, quand il est en entreprise, des fois, c'est très difficile pour lui de pouvoir changer d'entreprise, de démissionner ou de se lancer à son compte. Donc, la préparation mentale intervient aussi bien pour le sportif que pour l'actif. Ensuite, sur les enjeux, pourquoi on est sur le même pied, en fait, sur pied d'égalité dans les deux statuts, si je puis dire, parce qu'on a les mêmes enjeux. L'objectif, c'est vraiment, avec la prépa mentale, de gérer la pression, d'atteindre ces objectifs qu'on a au préalable fixés. Donc ça, c'est extrêmement important. L'idée, c'est pas de prendre un préparateur mental sans objectif. C'est exactement comme un coach sportif, en fait. On a une échéance, par exemple un marathon, on a un objectif de prise de masse musculaire, de perte de poids, et à partir de là, on va aller chercher son coach. Donc, dans la préparation mentale, c'est exactement la même chose. On va se fixer un objectif, c'est-à-dire soit quitter l'entreprise, soit c'est intégrer un nouveau poste, une promotion, créer sa propre entreprise. Et à partir de cet objectif-là, on va choisir le préparateur mental qui va se lier finalement à ses objectifs. Il faut savoir que chacun a un petit peu sa spécialité et l'idée, c'est de se tourner vers la personne qui nous correspond le mieux par rapport à notre objectif fixé. Ensuite, si c'est vraiment trop flou, il peut y avoir une phase d'échange avec le coach ou le préparateur mental pour définir justement ces objectifs-là. Quand des fois la personne elle est perdue, on peut imaginer un sportif qui se réveille et qui se dit « mais mon Dieu, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'impose 16 heures d'entraînement par semaine? C'est quoi l'intérêt? Etc. etc. » Donc l'idée aussi, on peut intervenir aussi sur ce point-là pour refixer un petit peu les choses. Donc il y a aussi la réussite des négociations. Donc ça, je le disais, c'est extrêmement important sur la notion de culpabilité. Mon club, il n'a pas assez d'argent. Comment je vais pouvoir négocier une revalorisation, etc. Donc assurer une présentation orale, ça aussi c'est important. Pour les sportifs, de plus en plus, en fait, on va leur demander d'intervenir en public, voire sur certains sports, d'être porte-parole de la discipline. On peut parler du MMA, par exemple. Donc, c'est une discipline qui, si je puis dire, qui expose en ce moment avec la légalisation. Il y a énormément de galas, il y a de plus en plus de combats. Mais le grand public ne connaît pas forcément ce sport. Il va y avoir beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de préjugés. Et finalement, le combattant se retrouve au milieu à mettre en avant son sport, sa pratique, avec tout l'éthos, la réputation au préalable que les gens ont sur ce sport. Donc, c'est difficile pour un sportif parce que c'est pas son rôle. Pour un sportif, lui, il fait son job, si je puis dire. C'est la même chose pour un salarié quand on est dans un service administratif, qu'on gère les finances. En fait, c'est difficile pour certains de se faire porte-parole de toute une stratégie, de tout un contexte, etc. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Donc, oser demander une augmentation et plein de choses. Donc, voilà les différents enjeux sur lesquels on peut intervenir. Donc, il y a 4 étapes clés dans la préparation mentale. Donc, on a bien évidemment la préparation, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas le premier venu, si je puis dire. L'idée, c'est aussi de sélectionner les personnes et de préparer justement à cette préparation mentale. L'idée, c'est de faire un petit tour sur la motivation, pourquoi la personne s'oriente vers un préparateur mental et de voir le sens que la personne, donc le sportif ou l'actif, peut accorder à cet accompagnement. C'est extrêmement important parce que c'est la clé du succès. Et c'est la clé du succès. Et en tant que professionnel de l'accompagnement, bien évidemment, on a envie que notre accompagnement porte ses fruits. Et c'est pour éviter la frustration et de faire perdre de temps aussi à tout le monde. Parce que des fois, on peut être sollicité par un club qui nous envoie un sportif. Et si on ne fait pas attention justement à bien préparer ceci, à bien voir si le sportif ne le fait pas par dépit, en se disant bon j'ai pas le choix parce que sinon je suis reléguée sur le banc des remplaçants, ou sinon je vais pas jouer la saison, etc. Donc l'idée c'est bien de valider en fait l'engagement de la personne dans sa préparation mentale. Donc ça c'est une première belle étape, si je puis dire. Ensuite, on a la fixation des objectifs. L'idée, c'est de faire des objectifs réalisables, mais difficiles.
On n'est pas sur quelque chose, voilà, c'est la fameuse sortir de sa zone de confort, mais bon, l'idée, c'est pas non plus de se tirer une balle dans le pied. Donc, il faut que les objectifs soient réalisables, mais derrière, on va aller, quand je dis on, c'est souvent le préparateur mental, il va aller chercher à placer le curseur, si je puis dire, le plus haut possible, tout en restant réalisable. Donc, ou alors, des fois, il va le redescendre si à un moment on voit que c'est quelque chose de pas réalisable. Tout ça, en fait, c'est pour éviter les fuites de l'ego. Quand les gens se fixent un objectif trop haut ou trop bas, bah, en fait, ils ménagent leur ego tout simplement parce que s'ils réussissent pas, ils se disent oui, bon, après, en même temps, participer aux prochains Jeux Olympiques, c'était quelque chose un peu utopique, si je puis dire, ou voire onirique. Et en fait, c'est d'éviter cette phase-là où finalement la personne, elle se réconforte en disant oui, mais finalement, je me suis fixé des objectifs trop hauts, donc c'est pas grave si j'étais en dessous. Donc vraiment, l'idée, c'est de chasser cette fuite de l'ego. Donc déjà là, on a une première intervention pour voir où l'ego du sportif se place. Donc c'est assez intéressant déjà sur la fixation des objectifs. Et derrière les objectifs, bien évidemment, on engage la personne sur ses résultats, mais aussi sur les moyens. Quels sont les moyens qu'il va mettre en place au-delà de la préparation mentale pour pouvoir réussir ces objectifs-là. Donc, ça va être des entraînements, ça va être des déplacements, par exemple, pour s'entraîner avec des personnes différentes, ça va être une formation, ça va être des moyens financiers aussi des fois, ça va être voilà, différentes choses, mais il faut vraiment bien les lister. Donc, après la préparation de l'objectif, il y a l'action. Bien évidemment, on va mobiliser les ressources et ça aussi, c'est quelque chose où on veille au grain. L'idée, c'est que si on se voit, on s'engage sur des choses, après, il faut passer à l'action. Et donc, être assez régulier. Donc, contrairement au coaching sur la prépa mentale, on peut voir le sportif toutes les semaines. C'est assez suffisant puisqu'il y a des phases d'observation en entraînement, par exemple. Il y a des phases aussi qu'on travaille. Enfin, moi, je travaille aussi beaucoup sur du visionnage de vidéos pour apprendre justement le comportement d'un sportif, donc dans différentes situations, soit en compétition, soit en entraînement, soit tout seul ou en entraînement avec d'autres personnes. L'idée, c'est d'observer le corps parce que le corps donne beaucoup d'indices finalement sur l'état mental du sportif ou de l'actif. Donc, c'est exactement quand on observe une personne qui prend la parole. Donc, on va voir le débit, on va écouter la voix, si elle tremblote, on va voir où la respiration se bloque aussi, on est en capacité d'observer, on va voir tous les gestes qui vont trahir un petit peu le manque de confiance en soi, etc. Donc, c'est une phase assez importante à réaliser sur l'observation. Donc, l'idée, c'est de mobiliser les ressources, bien évidemment, de développer les talents, puisque sur les points de motivation, on peut avoir des points de motivation très forts, c'est de les conserver aussi assez élevés. Et c'est de savoir aussi de s'appuyer dessus. Si par exemple, dans la motivation, le sportif ou le salarié, il sent qu'il fait vraiment partie d'une équipe et ça le motive parce qu'il y a tout le collectif qui l'emporte, c'est un point d'intention hyper important et on doit être vigilant sur le fait qu'il ne se sent pas, à un moment donné, mis à l'écart. Sinon, là, on sait que ça va complètement s'écrouler. Ensuite, l'objectif, c'est aussi de dépasser ses freins. Donc, il y a la motivation. On peut voir que, par exemple, dans la motivation, le sportif a le sentiment de pas évoluer, comme le salarié peut avoir le sentiment à son poste de ne pas évoluer. Et donc ici, c'est de voir un petit peu quels sont les freins, pourquoi il a ce sentiment de ne pas évoluer, pourquoi il n'arrive pas à en parler à son coach ou à son manager, et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, dans l'action, on a différents champs d'intervention, je vais les détailler aussi juste après. Ensuite, l'idée, c'est d'analyser. C'est de s'arrêter un moment, pouvoir voir un petit peu comment le sportif ou le salarié travaille en solo et de voir un petit peu comment la personne, justement, est prête ou pas à regagner son autonomie et de voir s'il y a des choses qui sont apparues nouvellement, et derrière de mettre peut-être une petite séance pour corriger certaines choses. Donc voilà les quatre étapes clés. Donc on a la préparation, l'objectif, l'action et l'analyse. Ensuite, ce qu'on observe, c'est donc ici sur la préparation, je vous l'ai dit, la motivation est extrêmement importante. Elle est basée sur différents piliers. Donc, il est important d'être acteur puisque l'accompagnant, il est là avec un objectif de moyens. Donc, il va mettre à disposition différents moyens
pour que le sportif ou le salarié puisse évoluer. Mais derrière, bien évidemment, c'est finalement c'est le sportif qui fait la plus grande part du boulot. Donc ici, je vous ai mis la photo d'une personne que j'ai accompagnée, un combattant de MMA, combattant pro, qui est Alexis. Donc les différents piliers de la motivation, vous avez l'autonomie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'important pour une personne, c'est hyper important de lui donner un peu d'autonomie. C'est le sentiment d'appartenance. Bien évidemment, c'est les compétences. Est-ce qu'il se sent compétent ou pas? Et ça, en fait, sur ces piliers de motivation, c'est le ressenti du sportif ou du salarié. Même si le manager ou le coach, par exemple, il va me dire, par exemple, il va me dire, mais Amina, je ne comprends pas. Moi, je le vois super compétent, mais lui, il est toujours triste, abattu. Il me dit qu'il a fait une mauvaise session d'entraînement et j'arrive pas, en fait, à le réconforter ou à le consoler ou à le rassurer. Donc, sur la motivation, c'est une auto-évaluation du sportif. C'est pas le manager qui dit, bon, je le sens pas engagé, en fait. Non, c'est la personne elle-même qui va dire, bon, voilà, sur mon engagement, je me sens à 2 ou je me sens à 10, par exemple. Donc, on a l'autonomie, l'appartenance, la compétence, le plaisir à travailler, à s'entraîner, à compétiter, si je puis dire, à faire des compétitions. Donc, c'est le sentiment aussi de progrès, est-ce qu'on évolue? C'est l'engagement, bien évidemment, et aussi c'est le sens, ce qui peut être appelé, on appelle ça aussi de l'hypermotivation. C'est très souvent le pilier qui est extrêmement fort chez les outsiders, parce qu'ils mettent énormément de sens, parce que ils représentent un pays, ils représentent une ville, ils sont justement, ils n'ont pas été reconnus ou ils sont très très loin dans les divisions, donc on va avoir ce pilier qui va être extrêmement fort et c'est ce qu'on appelle l'hypermotivation. C'est ce qui va s'affaiblir chez certains qui pratiquent très longtemps. Du sport, par exemple, quand le papa ou la maman va inscrire l'enfant à l'âge de 3 ans pour faire de la natation, et au fur et à mesure, en fait, le sens va un petit peu disparaître avec l'âge, par exemple. Il va se dire, au final, moi, la natation ou le tennis, je ne l'avais pas choisi, c'est mes parents qui m'avaient inscrit. Et là, je me retrouve peut-être super bien classée, je suis important au sein du club, mais je ne mets pas de sens dans ma pratique, en fait. Voilà. Donc, des fois, on a des sportifs qui peuvent faire des burn-out. On en parle peu dans le monde du sport parce qu'à un moment, ils donnent pas du tout, ils ne trouvent pas le sens dans ce qu'ils font, en fait. Parce que ils ont fait du tennis parce que papa fait du tennis, ils font de la natation parce que leurs parents les ont inscrits. Donc voilà, chez certains, ça va se développer, pour d'autres, ça va s'étioler. Donc, c'est hyper important de travailler cet axe aussi. Donc, on a un peu de coaching existentiel, en fait, finalement, dans la préparation mentale. Ensuite, ce que je vous parlais sur la fixation des objectifs, on a des objectifs à court, moyen, long terme. Donc, l'idée, c'est, je vous l'avais expliqué, c'est vraiment de tout balayer et de valider ça avec le sportif au-delà de la prescription du club ou de l'entreprise. Ensuite, les différents champs d'intervention, donc on peut intervenir sur la confiance en soi ou voir l'affirmation de soi. Donc, c'est aussi bien sur le manque de confiance, mais aussi sur la suraffirmation de soi. Vous avez des sportifs qui sont un petit peu, à l'image un peu des kékés dans les vestiaires qui arrivent, qui font beaucoup de bruit, qui embêtent leurs coéquipiers. Donc voilà, moi j'ai le souvenir dans une compétition de l'e-sport où en fait on avait une personne, c'était la demi-finale, donc c'est 5-5, donc l'équipe adverse était au complet et l'autre équipe dans laquelle j'étais, ils étaient 4 et on attendait une personne, pas de son, pas d'image. Ses coéquipiers lui envoyaient des messages, ils avaient même peur, ils avaient eu peur qu'il s'était pris un platane sur la route parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Et imaginez l'angoisse, le début de la compétition a été retardé, pas de message, on est dans le milieu du e-sport, donc les textos s'envoient facilement, si je puis dire. Et du coup, ils étaient hyper inquiets.
Donc on sentait la pression des coéquipiers et la personne est arrivée avec quasiment 3/4 d'heure de retard, déguisée, en Pokémon. Je sais plus, je peux plus vous donner le nom du personnage et il est arrivé comme une fleur, comme si rien n'était. Donc ça, en termes de suraffirmation, je pense que c'est un bel exemple et enfin même moi, j'ai envie de dire, mais je me dis: «Mais c'est pas possible». J'avais envie de le secouer et de l'insulter de tous les noms parce qu'on s'était fait un sang d'encre et il est arrivé, pas d'excuses, rien du tout et bon, autant vous dire que derrière, en termes d'émulsion au niveau de l'équipe, entre le sentiment de colère, et cetera, il faut aller le gérer et bon, ils ont pas remporté la demi-finale. Mais voilà, le genre de comportement aussi d'un joueur ou d'un salarié qui va être un peu dans la suraffirmation de soi, il peut être bon, hein, talentueux, il peut être sympa aussi, mais à un moment, voilà, il y a un trop de quelque chose qui va cacher un manque de quelque chose et c'est là-dessus, en fait, où le préparateur mental peut venir travailler parce que la gestion des égos, hein, on sait ce que c'est. Hein, quand vous avez des talents, vous ne leur apprenez pas à jouer finalement. Hein, ils savent faire leur job correctement. Mais en fait, on va plutôt leur apprendre un petit peu à gérer justement cet ego. Ensuite, vous avez tout ce qui est routine, hein, à programmer notamment. Donc ça, c'est possible de le faire voilà, sur différents sujets, sur prendre rapidement sa concentration. Quand on identifie une émotion, c'est justement comment rapidement l'évacuer. Donc ça, c'est des programmations de routine, donc avant compétition, post-compétition, voire même pendant. Donc on a tous l'image en tête d'un tennisman qui est très bien programmé. Donc la confiance en soi, les routines. On a aussi le discours interne. Donc beaucoup aussi de sportifs, comme salariés, hein, ont un discours interne. Ça tourne tout seul, en fait, en boucle, en disant mais qu'est-ce que tu fiches, tu as une compétition demain à l'autre bout de la France, regarde, tu vas passer la nuit tout seul dans l'hôtel, tu vas louper l'anniversaire de ton père, etc. Plein de discours, mais et sans parler du t'es nul, tu n'y arriveras pas, etc., etc. Donc ça, il y a toute une phase spécifique pour travailler un petit peu tous ces blablas qui vont venir tracasser et polluer finalement la préparation. Ensuite, on a l'imagerie mentale qui fonctionne super bien, donc ça, on peut aussi le travailler. La concentration, hein. Beaucoup de personnes viennent pour travailler la concentration, donc ça, on l'observe vite en prépa. Donc moi, quand je me déplace pour observer un sportif, très rapidement, même sur tous les autres, je vois ceux qui sont pas concentrés, qui ont du mal. Vous savez, c'est les premières minutes pour se mettre dedans, en fait, qui peuvent être, bon, alors, dans les sports de combat, autant vous dire qu'il vaut mieux pas que ça soit des minutes, mais voilà, c'est son de la cloche, faut être tout de suite dedans parce que sinon, on se prend le premier coup et après, derrière, si on a du mal à gérer ses émotions, c'est difficile de revenir. Donc, la concentration et aussi la gestion du stress. J'en parlais, la gestion des émotions. Quand on démarre une activité sportive ou on démarre sa carrière, c'est quasiment normal de mettre ses émotions de côté. C'est-à-dire que vous démarrez, on vous donne peut-être pas des tâches très valorisantes, vous devez faire vos preuves, on va peut-être vous parler un petit peu de travers, on va pas faire trop attention aux formes. Donc les émotions, on va les mettre de côté. Donc même si ça va nous énerver, c'est notre manager. Donc on laisse un peu couler ceci. Et c'est pareil dans la pratique sportive, bien évidemment, quand on démarre un sport, ça fait mal, c'est douloureux, c'est fatigant, c'est épuisant, on est triste, on n'évolue pas vite, on évoluait vite, puis maintenant on stagne, etc. Donc c'est normal d'évacuer ça parce que ça ralentit notre progression. Si finalement, vous imaginez, hein, vous démarrez un sport de combat, vous arrivez, vous prenez le premier coup et vous avez mal, ça vous met en colère, et puis derrière, vous partez en freestyle. Autant vous dire que déjà au sein du dojo, on va pas vous regarder d'un bon œil longtemps, et pour vous, ça va être difficile. Donc, c'est normal au début de faire taire un petit peu les émotions. Mais quand on arrive à un certain niveau, c'est de pouvoir les réidentifier en fait. Donc l'objectif, parce que à force d'avoir développé un peu ce réflexe, à un haut niveau, en fait, c'est le deuxième effet qui se coule en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de réapprendre, de redonner un nom à l'émotion. Moi, j'avais un boxeur qui m'avait posé la question, il m'a dit, écoute, j'ai fait un entraînement, j'ai fait du sparring avec 5 personnes de niveau à peu près équivalent. Il me dit, mais avec une personne, c'est vraiment pas passé. Et je lui ai demandé, est-ce que la personne
quelle était l'émotion. Il avait un peu du mal. Je lui dis: «Est-ce que la personne t'a dégoûté? Tu as eu du dégoût pour cette personne?» C'est des mots très forts, hein, mais c'est une émotion, en fait. On peut avoir une personne qui va nous dégoûter, par, son attitude, par sa façon de parler, par sa façon de se tenir, par justement son trop plein de confiance en elle, par son odeur aussi. Des fois, on va se dire: «Oh là, vas-y, mais il y a tonnes de déodorants» et cetera, et en fait, cette émotion-là, on va la chasser parce que dans le monde social, bah, c'est pas trop quelque chose qu'on dit ou qu'on dans notre éducation, on fait pas trop attention. Sauf que quand derrière, bah, il faut y aller, bah, si on n'a pas réussi à identifier cette émotion-là, elle va traîner, elle va nous envahir, voire modifier nos capacités motrices, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des émotions qui vous font carrément basculer. Par exemple, si vous êtes droitier, elles vous font basculer en gaucher. Donc, si vous ne savez pas, vous devez faire un tir au but ou un penalty. Bah, vaut mieux le savoir un petit peu à l'avance pour pouvoir justement maîtriser votre geste. Donc, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a des bonnes ou de mauvaises émotions, c'est de pouvoir les identifier, de connaître l'impact qu'elles ont sur nous, moteur ou cognitif, et à partir de là, réajuster en fait. C'est exactement comme quand on conduit sur de la neige ou sur une. Bon, conduire sur de Vega, c'est plutôt délicat, mais quand on conduit sur une piste neigeuse, on sait conduire, mais quand on arrive à identifier la neige, on a des automatismes. On ne conduit pas de la même manière et on va s'autoréguler sur certains points, voire réadapter nos équipements. Donc voilà sur les champs d'intervention. Je vous ai mis un petit focus sur la réalité virtuelle, puisque c'est quelque chose que j'utilise dans la préparation mentale. L'idée, c'est de développer la performance grâce à ce genre d'outils. Donc, j'ai deux approches. Donc, soit sur la partie neuro-relaxation, pour pouvoir détendre certains sportifs qui peut-être sont pas très à l'aise avec la méditation ou qui n'ont pas le temps tout simplement. Donc vous avez les outils de réalité virtuelle. Donc moi j'utilise ce casque-là qui est l'HTC Flow avec quelques applications suivant les goûts, hein. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est ce qui permet en fait au fur et à mesure de pouvoir se détendre à n'importe quel moment finalement. Donc voilà, le sportif repart avec son équipement. Et comme je dis, hein, on a une obligation de moyens. Donc moi je lui confie l'équipement, je lui fais ma prescription, si je puis dire. Et à partir de là, il reste autonome, hein. Je ne vais pas aller vérifier ou faire le flic en disant « Ouais, tu n'as pas ouvert ton appli de relaxation, etc. etc. » Donc, ça fonctionne super bien sur la détente et la relaxation. Donc, c'est des différents programmes. Moi, j'aime bien un qui est sur le changement d'humeur, puisqu'on est vraiment au-delà de la détente. On va aller viser une humeur. Par exemple, si vous avez le soir le sentiment que c'est un peu brouillé, que vous avez besoin juste de vous recentrer, donc ça c'est possible. Si vous êtes énervé, pour vous calmer. Si au contraire vous êtes un peu trop mou, parce que vous êtes triste par une nouvelle, etc., c'est de vous redynamiser. Donc ça c'est assez intéressant à utiliser. Et enfin, le dernier point, bien évidemment, on va être sur de la performance, toujours cérébrale, hein, au niveau de la VR. Donc là, je vous ai mis un exemple sur un usage dans la boxe, hein, enfin, dans le sport de combat. Donc, vous avez des applications d'entraînement cérébral aussi pour pouvoir améliorer la coordination, qui peut être, et les temps de réaction. Donc, ça aussi, c'est super sympa. Donc, la VR, j'ai utilisé sur un combattant, un club qui m'avait sollicité suite à un KO. Et la personne avait un tout petit peu plus de mal à utiliser, à reprendre du plaisir, en fait, à combattre. Et du coup, c'était un moyen pour pouvoir un peu le remettre sur le ring, si je puis dire. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager sur la préparation mentale. Donc, j'espère que cette session a éclairé certains points, certaines interrogations. En tout cas, je vous remercie d'avoir été connectés pendant ce moment. Et puis, je fais un petit coucou à ceux qui regarderont cet épisode en replay. Et donc voilà, n'hésitez pas à demander votre démo si vous voulez tester un petit peu la VR sur le côté prépa mentale. Et puis, m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Je me ferai un réel plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année, une bonne fête et un bon réveillon. Et je vous dis à l'année prochaine.